malheureusement, il y a plein d'étudiants qui ont été obligés de reprendre leur bus, leur tram, etc. Donc tant pis pour eux, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de reprendre une entreprise dans l'hôtellerie, la restauration et ou le monde de la nuit. Parce que qui mieux que l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, de la restauration et du monde de la nuit, donc l'UMIH évidemment, principal syndicat patronal de la profession, pour nous répondre. L'idée aujourd'hui, elle est simple, c'est de vous fournir des outils pratiques, des réponses concrètes pour ceux qui envisagent de créer ou de reprendre une entreprise existante dans le domaine de ce qu'on appelle les CHRD, comprendre café, hôtel, restaurant, discothèque. Et là, ça tombe bien, on a qui? Un des deux coprésidents de l'UMIH, qui a succédé au légendaire Patrick Jacquier. Et puis par ailleurs, il a... Quand on dit Patrick Jacquier en général, vous avez vu, efficacité redoutable. Les artistes se font toujours attendre. C'est ça. Bien. Patrick qui nous a fait l'amitié et l'honneur de présider l'UMIH pendant quelques années, 2-3 ans ou un peu plus, et qui a passer la main, comme on dit, mais passer la main à Lionel Petit-Colas et à Christophe Leménil. Christophe Leménil, qui par ailleurs, évidemment, le propriétaire avec son épouse, évidemment, du Melchior et du Balthazar. J'en connais un ou deux là-bas qui connaissent bien pour le coup. N'est-ce pas, Christophe? En clair, la parole est libre, comme d'habitude, mais l'idée aujourd'hui, notamment, c'est en amont que tu nous fasses peut-être une analyse du marché actuel pour comprendre des opportunités et comment tu sens le marché, quelles sont les opportunités là, en 2024, 2025 et à horizon 2030. Oui, merci Thomas. Alors la première partie, moi je vais prendre la parole. On devait être 3 intervenants. Il y avait Philippe Maître qui devait venir comme spécialiste de sessions de fonds de commerce. Donc il m'a donné ses notes, je vais essayer un peu de les expliquer. Et puis on aura une deuxième partie avec Gilles Clavel qui a deux casquettes, qui est à la fois Bourgogne... Confort, voilà, je cherchais, c'est un peu le stress. Bourgogne Confort, qui nous parlera effectivement d'accessibilité. Et puis aussi sous la casquette qu'il a de président de l'URSSAF de Bourgogne, et qui nous parlera aussi des aides, parce qu'on en parlait encore tout à l'heure. L'URSSAF est souvent vue comme une administration de perception, mais elle est là aussi pour soutenir l'entreprise, parce que le premier but de l'URSSAF, c'est de collecter effectivement des taxes, mais pour pouvoir les collecter, il faut que l'entreprise aille bien. Donc effectivement, il nous parlera de tous ces moyens qui sont mis par l'URSSAF pour soutenir l'entreprise et changer peut-être ce paradigme qu'on a de l'URSSAF. Donc peut-être une première chose, pourquoi nous, l'UMI, on a décidé de parler de la reprise d'un CHRD. Dans le contexte du vieillissement de la population, il est important effectivement qu'on puisse aborder la reprise et la sauvegarde des emplois. C'est totalement plus important dans le milieu rural où souvent nos établissements sont le dernier lien social au niveau rural. Et aujourd'hui, ces métiers, ces petits restaurants, ces petits cafés qui s'hybrident complètement, qui deviennent à la fois un bar, mais souvent deviennent une épicerie, deviennent un point de relais pour la poste, même un centre conseil pour le centre des impôts, et effectivement a son importance dans la transmission d'un CHRD. Alors effectivement, j'étais moi le plus mauvais élève puisque je ne vous ai pas transmis le slide, donc je vais le faire comme ça à la voix. Vous parlez peut-être un peu de notre syndicat. Notre syndicat, il est à la fois national, il représente 229 000 entreprises qui sont réparties entre les hôtels, les restaurants, les cafés-brasseries, les discothèques, les BAM et les RAM. Tout ça représente à peu près 230 000, un peu moins de 230 000 entreprises qui sont dans une structure descendante au niveau départemental. Et donc moi, je suis avec Lionel, aujourd'hui le coprésident de l'antenne départementale de l'UMI Côte d'Or. En Côte d'Or, on a, comme on dit, 553 entreprises adhérentes. Alors, on parle des entreprises qui sont à jour de cotisation, on ne va pas raconter des histoires, on pourrait dire qu'on a un peu moins de 600. Aujourd'hui, à ce jour, puisque j'ai préparé ça, on a 553 entreprises adhérentes qui sont réparties sur 124 hôtels, 198 restaurants, 185 cafés-brasseries et 46 discothèques BAM et RAM. On a ces 4 secteurs, mais en fait ils sont 5, puisqu'on est séparés en 5 branches. On a les branches des hôteliers, les branches des restaurateurs, les branches des cafés, bars, brasseries, monde de la nuit. Et puis les hôteliers sont divisés en 2 sous-branches, et on a une nouvelle branche qui vient d'arriver avec les traiteurs.
le plus d'adhérents est bien sûr dans les débits de boissons, puisque c'est les entreprises les plus représentées dans notre secteur. Juste pour faire un point sur l'économie de notre secteur, on représente 84 millions de chiffres d'affaires annuels sur l'ensemble de la France, je ne parle pas de Bourgogne, c'est 7,2% du PIB de la France. Notre secteur, c'est pas neutre. C'est 360 millions qui sont perçus par la taxe de séjour par les hôtels. Ça représente 80% de la taxe. Alors cette taxe, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même important parce que c'est ce qui permet de faire la promotion locale, aussi bien, puisqu'elle est retransmise aussi bien via les offices de tourisme, la commune, le département et la région. 80% de cette taxe, elle est perçue par les hôteliers, et une toute petite part, c'est 24 millions qui sont perçus par les Airbnb. Alors il ne s'agit pas de mettre en opposition les Airbnb et les hôtels, mais je tenais à le dire parce que en fait, les hôteliers sont aujourd'hui les premiers pourvoyeurs de taxes sur la promotion locale. Donc ça, c'était important. C'est 2 millions d'emplois aussi, directs et indirects, ce métier. Alors souvent, on nous parle des problèmes de recrutement dans nos métiers, mais forcément, étant un des principaux acteurs d'employabilité en France, on a à peu près 100 000 offres d'emploi chaque année qui sont vacants par le turnover. Donc c'est pour ça qu'on entend souvent nos problèmes qui sont évoqués en termes de recrutement, mais voilà, ils sont dus aussi par le nombre important. Alors là, on va parler directement effectivement de la reprise de fonds de commerce. Alors je vous ai dit que l'intérêt pour nous de la reprise des fonds de commerce, on a à peu près en 2023, c'est pas à peu près, c'est sûr d'ailleurs, les chiffres qui m'ont été donnés par le cabinet maître, on a 40 000 entreprises qui sont vendues de fonds de commerce. Sur ces 40 000, on en a 30 000 qui sont en création pure et on en a 10 000 qui sont des reprises. Je vous expliquerai un peu la différence tout à l'heure parce qu'elle est importante. Les fonds de commerce sur la Bourgogne-Franche-Comté sont aux alentours de 160 000 euros pour à peu près une moyenne de 200 000 euros sur les fonds de commerce au niveau national. Sur la Bourgogne-Franche-Comté, on représente à peu près 15% du marché, c'est peu. C'est-à-dire qu'on a à peu près 400 000 fonds de commerce qui se vendent en Bourgogne-Franche-Comté. C'est assez peu par rapport au volume de fonds de commerce qui se font. La différence aujourd'hui entre quel est l'intérêt de reprendre un fonds de commerce plutôt que d'aller vers la création, puisqu'on parle de reprise ici. En fait, vous avez une chance sur 10 que votre entreprise survive après la reprise d'une entreprise plutôt qu'une création. Pour des raisons évidentes, si vous créez votre entreprise, il y a un investissement qui peut être lourd. Quand vous reprenez, vous avez déjà un fonds de commerce et puis une installation et la notoriété de l'entreprise qui est souvent déjà actée. Donc effectivement, l'intérêt de la reprise d'une activité existante est quand même bien supérieur à la création, même si l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr que... Alors comment tu l'expliques c'est parce que tout simplement il y avait déjà une clientèle existante, un chiffre d'affaires existant, une notoriété? Voilà, exactement. C'est qu'effectivement, ce travail en amont est déjà fait. Alors, j'allais dire que c'est pas que ça. Il faut être bien préparé dans la reprise de son entreprise. Le premier premier facteur qui fait que la transaction échoue, souvent c'est parce qu'on est très mal conseillé. Et dans une reprise de fonds de commerce, je dirais que le point d'orgue c'est celui-là, c'est de bien savoir s'entourer. 80% des ventes échouent parce qu'effectivement, on n'est pas bien conseillé sur le bail, sur les différents points à surveiller, mais je vais y venir. Donc voilà, effectivement, la reprise d'entreprise, aujourd'hui, est une solution plus viable, je pense, pour un jeune entrepreneur, que de reprendre une création. Notamment peut-être les accompagnements bancaires, ça rassure les banques ou les... C'est sûr que quand tu t'appuies sur un chiffre d'affaires existant, c'est quand même toujours plus sûr qu'un prévisionnel. Tu as raison, effectivement, mais là on part sur une partie un peu plus juridique que je ne pourrais pas développer. Mais évidemment que, effectivement, quand on part sur du concret, souvent les banques sont un peu plus attentives qu'un business plan.
Alors, pourquoi acquérir un CHRD? D'abord, c'est la possibilité d'acquérir un commerce. Sans souvent, on arrive par un métier passion. On n'a pas besoin d'être diplômé pour rentrer dans nos métiers. Alors, c'est un atout, mais c'est aussi quelque chose qui peut être considéré comme un élément qui va favoriser la non-survie de l'entreprise qu'on va reprendre. Donc, 4 points qui me semblent quand même importants sur l'acquisition d'un CHRD. D'abord, savoir quelles sont ses compétences. C'est important quand on va dans ces métiers-là. Si on n'a pas, je dirais, une formation initiale dans nos métiers, savoir quelles sont ses compétences. Est-ce qu'on est bon en gestion? Est-ce qu'il faut qu'on ait du soutien en gestion? Quelles sont nos appétences? Est-ce que souvent on entend, oui, mais moi j'aime bien faire à manger à la maison. C'est bien, c'est une bonne appétence, mais c'est pas la seule qu'il faut avoir. C'est vrai qu'on reçoit du public. Est-ce qu'on accepte la critique? Donc faire sa propre analyse. Pas se précipiter, hein. Souvent on voit trop de professionnels qui vont sur une affaire, l'affaire coup de cœur. Je vous l'ai dit, 400 000 fonds de commerce, fonds de commerce à vendre. Il n'y a pas de raison de se précipiter. La bonne affaire est la bonne affaire. Elle n'est pas la première. Et puis, je dirais le dernier point qui me paraît le plus important, c'est bien s'informer et bien se former avant d'aller sur une acquisition d'un CHRD. Alors on va aller sur la première partie assez rapidement, de façon à ce que Gilles puisse nous parler un petit peu de tout ce que peut apporter l'URSSAF. Mais bien s'informer, c'est d'avoir d'abord tous les éléments à la fois incorporels et corporels. Je vais aller très vite, mais le bail, par exemple, est important. Et quand je parlais d'être bien entouré, on a reçu Jérôme Prince il y a quelque temps, la semaine dernière, à l'UMI, et qui nous expliquait qu'une des principales... Jérôme Prince, qui est le président du tribunal de commerce. Du tribunal de commerce. Une des premières défaillances dans les entreprises de notre secteur était souvent le bail. Voilà, parce que souvent l'acquéreur reprend un fonds de commerce sans aller voir tous les détails du bail. Et effectivement, quand son activité commence, il n'y a pas forcément une corrélation entre le bail et l'activité qu'il veut. Bon, je vous passe assez rapidement sur les documents qui sont importants, mais l'avis de taxe foncière, le contrat de cession, le bilan, les brevets, ce genre de choses, les cas particuliers, les traités de gérance, le contrat de diffuseur de presse, contrat de PMU. Je sais que Saïd est là, un tabac par exemple, il faut une licence, il faut voir si tout ça est bien à jour. Les états des privilèges et nantissements, c'est aussi des conditions importantes pour acquérir un CHRD. Les éléments corporels, hein, l'inventaire détaillé, les agencements, si ils correspondent bien à ce qu'on attend, le contenu humain, les listes du personnel, et il faut voir, bien sûr, rentrer dans le détail, si effectivement il y a des problèmes au niveau du personnel, si des primes ou des avantages ont été donnés, s'il existe des litiges en cours, enfin ce genre de choses qui fait qu'on a besoin d'être accompagné le mieux possible. Des documents comptables, on se doute bien que quand on reprend un fonds de commerce, il faut qu'on aille voir au cœur de l'entreprise comment elle vit, cette entreprise. Donc l'entreprise soit saine, quoi. L'entreprise soit saine, et ne pas hésiter, là encore, à regarder si effectivement l'entreprise correspond bien à nos attentes. Alors, je dirais que quel est le rôle de l'UMI là-dedans ? Le premier conseil que je donnerais, c'est que s'informer n'est pas aller voir la première personne qu'on croise. On voit trop souvent des entrepreneurs qui demandent conseil à leur comptable pour des problèmes juridiques, qui vont voir leur avocat qui a bien traité leur divorce, et puis il leur demande des conseils sur la gestion ou sur le droit fiscal. C'est la plus grande erreur qu'on voit. Donc nous, l'UMI, notre responsabilité, c'est bien sûr de donner toutes les engagements normatifs, et Isabelle Grandin, qui est là, qui est notre secrétaire générale, peut répondre à un maximum de questions, je dirais, réglementaires et normatifs. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'orienter le professionnel pour lui indiquer la bonne personne en face, que ce soit en termes de sécurité ou en termes d'aménagement. Et on en viendra là avec Gilles, parce que reprendre un fonds de commerce aujourd'hui sans avoir vérifié que tous les points d'accessibilité avaient été vus en amont, c'est un risque énorme de réinvestissement derrière et qui va gréver effectivement votre business plan. Donc il est vraiment important de bien s'entourer et de voir tous ces détails en amont. Et puis je vous ai dit, le deuxième point, c'est s'informer. Le deuxième, c'est se former. Je crois que c'est le point essentiel. Il faut absolument aller chercher les compétences qu'on n'a pas avant de commencer son activité. Et là aussi, l'UMI peut apporter des réponses, soit par sa structure de l'UMI Formation, ou soit par ses conseils
en fléchant effectivement des organismes. Je pense par exemple à la CCI qui fait une formation sur la création d'entreprises, mais vous avez des formations obligatoires qui sont données si vous voulez par exemple gérer un débit de boisson, une licence 4, il y a un permis d'exploitation. Ça, ce sont des formations qui sont données par l'UMI Formation et donc qui vont apporter aux professionnels demain les moyens de pouvoir gérer au mieux à son entreprise. Voilà un petit peu ce que je voulais dire moi sur la reprise d'un fonds de commerce, surtout en CHRD. Vous dire que l'UMI est là pour soutenir tous vos projets. Vous n'avez pas besoin d'être adhérent pour être dans votre création d'entreprise. Bien sûr qu'Isabelle, après, fera tout pour vous faire adhérer. Mais ne pas hésiter, dès les premières interrogations, à voir notre syndicat. On est là pour informer. Vous faites l'accompagnement même pour quelqu'un qui n'a pas adhéré? Bien sûr, oui, c'est notre but. C'est trop gentil presque. C'est le but de notre syndicat, c'est d'accompagner un futur professionnel. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'accompagne pas un futur professionnel. Après, je pense que quand tu accompagnes bien un futur professionnel, il voit l'utilité qu'on peut lui apporter. Ouais. Et l'utilité, moi je pourrais faire longuement la promotion de notre syndicat, mais l'utilité est vraiment réelle à condition d'être très proactif. Voilà, donc moi je vais demander à Gilles de venir nous retrouver pour qu'il nous parle un petit peu d'abord sur la problématique de l'accessibilité, parce qu'aujourd'hui l'accessibilité, ça fait 15 ans, c'est ça, hein, 15 ans qu'on parle d'accessibilité. On est passé un peu par toutes les phases, des phases obligataires au début, des phases de dérogation qui ont été accordées après, alors qu'au départ il n'y avait pas de dérogation, et puis aujourd'hui des nouvelles aides qui sont données aux ERP, aux établissements recevant du commerce, du public, pardon. Et donc il y a cette partie-là, si tu veux bien nous en parler 2 minutes, et puis après peut-être nous parler effectivement de tout le soutien que peut apporter l'URSSAF aux jeunes entreprises. Gilles Clavel, qui est donc le président de l'URSSAF. Alors Gilles, quand on pense URSSAF en général, on se dit que c'est un gros mot pour un chef d'entreprise, ça fait peur. Donc on va commencer par l'URSSAF. Voilà. C'est que tout de suite on dit ouais, ça commence par l'URSSAF, ça passe toujours par l'URSSAF. Chaque trimestre on reçoit un petit mail qui dit connecte-toi garçon, va voir combien tu dois pour ce trimestre. Et tu as intérêt de te dépêcher de payer. Voilà l'image un peu caricaturale qu'on a de l'URSSAF. Et comme l'a dit Christophe tout à l'heure, c'est justement un cliché, ça dépasse tout ça. Oui, alors merci d'avoir fait une présentation des services. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ce que fait l'URSSAF parce que ce n'est pas l'objectif sur ce qui est le contrôle. L'URSSAF, ça veut dire quoi? Ça veut dire Union de recouvrement des organismes de sécurité sociale. L'URSSAF, ça sert à quoi? C'est un acteur majeur du dispositif de protection sociale et elle garantit son financement en collectant les cotisations et les contributions. Alors, pour les jeunes, ça veut dire quoi? Les cotisations et contributions sociales sont payées par les salariés, leur employeur et d'autres publics qui permettent de financer le modèle social français. L'URSSAF garantit le financement de cette protection sociale en collectant les cotisations et en les redistribuant aux organismes de protection sociale. On redistribue auprès de 930 organismes de sécurité sociale. Ce qui veut dire que quand demain vous êtes malade, vous allez chez le docteur, vos cotisations servent à vous rembourser quand vous allez chez le docteur, à acheter vos médicaments, à aller à l'hôpital, quand vous avez une allocation familiale, etc., etc. Et tout ça permet effectivement de contribuer à ce qu'aujourd'hui en France, on ait une protection sociale qui soit une des meilleures, même si aujourd'hui tout le monde trouve que c'est trop cher, que c'est pas suffisant, qu'on en a marre. Alors aujourd'hui, quand vous créez une entreprise, vous pouvez effectivement solliciter les services de l'URSSAF, d'une part parce qu'on vous accompagne à la création, à choisir vos statuts. Est-ce que je vais être un indépendant, donc un auto-entrepreneur? Est-ce que je vais être sur le régime salarié? Est-ce que je déclare des salariés? Est-ce que je crée une SARL? Est-ce que je crée une SASU? Est-ce que je crée une SAS? Tout ça, ce sont des aides que vous pouvez obtenir auprès de l'URSSAF et gratuitement. Et donc c'est important parce qu'aujourd'hui, quand vous créez une entreprise, certains sont très carrés et vont avoir un accompagnement avec la Chambre des métiers, vont avoir un accompagnement avec un avocat, avec un expert comptable. Tout ça, ça a un coût, ce que vous n'aurez pas avec les services de l'URSSAF. Voilà. Aujourd'hui, on accompagne aussi, donc on a des aides. On a par exemple l'ACRE, quand vous créez votre entreprise. Vous bénéficiez d'une aide qui vous permet pendant 12 mois une exonération des cotisations sociales. Accompagné à l'ACRE, vous avez aussi l'ARS, qui est une aide de Pôle emploi,
qui vous permet de toucher une indemnité tout de suite. Et vous avez aussi, avec les services de l'URSSAF, la possibilité d'être accompagné pendant toute une année sur comment je crée mon entreprise, comment je rédige mon premier bulletin de paye, est-ce qu'il est bien rédigé, est-ce que je déclare bien mes cotisations sociales, est-ce que je déclare bien ma DSN, enfin voilà. Donc tout ça sont des démarches qui sont effectuées par vous sur un site où, une fois que vous vous êtes enregistré, l'URSSAF se charge de transmettre tout ça aux tribunaux de commerce, aux impôts, à la sécurité sociale, à la CARSAT, enfin à tous les services pour que vous ayez le moins de démarches possible. Voilà aujourd'hui effectivement en quoi sert l'URSSAF dans le cadre de la création et de la reprise. Elle permet aussi de vous aider sur savoir si sur un secteur sur lequel vous vous êtes installé, est-ce que finalement la concurrence est forte ou pas forte? Est-ce qu'il y a un grand nombre de passages? Est-ce qu'il y a un grand nombre d'entreprises dans le secteur? Puisqu'on a des statistiques qui sont assez performantes. Et comme on collecte toutes les informations à longueur de journée, on fait partie effectivement des partenaires incontournables. Alors à la différence de l'UMI où vous n'avez pas d'obligation de cotiser ou d'adhérer à l'UMI, vous avez l'obligation de cotiser à l'URSSAF. Vous ne pouvez pas y échapper. Peu importe ce que vous faites, vous n'y échappez pas. Voilà, donc on ne va pas s'éterniser sur le sujet. Donc autant profiter des services qu'il y a par ailleurs. En fait, les gens ne voient l'URSSAF que sur un service de contrôle et de répression. Il y a contrôle. Quand il y a contrôle, ça permet effectivement de vérifier si l'entreprise elle a ni trop payé, ni pas assez payé. Elle régule aussi la concurrence. Ça évite la concurrence déloyale de ceux qui travaillent sans déclarer leurs salariés ou qui ne déclarent pas tout. Et donc, il faut effectivement, pour être équitable, que tout le monde soit contrôlé. Et sans contrôle, les gens feraient ce qu'ils veulent. Voilà. Et on rend de l'argent quand... alors ça, les gens en parlent moins, mais elle rend de l'argent quand les gens ont trop cotisé. Voilà. Donc, et ça arrive souvent. Aujourd'hui, nous, l'URSSAF, on collecte, alors pas sur la Bourgogne, mais sur l'ensemble national, 600 milliards. On collecte tous les matins, on rend tous les soirs, et l'URSSAF ne garde rien. On ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne fait pas de bénéfices. On n'est pas une entreprise où on calcule combien à la fin du mois on va gagner, combien on va vendre nos prestations. On prend 1 euro, on rend 1 euro. Et l'URSSAF, sur 100 euros, son coût est de 90 centimes. Ouais, donc on est très performant, mais effectivement, les gens peuvent penser que voilà, on ne dépense pas d'argent, on ne participe pas à des manifestations où on paye parce qu'on n'a pas de budget. L'URSSAF n'est pas une société qui peut dépenser de l'argent pour s'acheter des belles voitures, des beaux bureaux. Voilà, on collecte et on rend. Et ça, c'est important parce que les gens pensent qu'avec tout ce qu'on prend, on s'en met plein les poches. Ce n'est pas le cas. Non, c'est clair. Christophe, juste, on parlait justement d'argent. Quel est le coût d'une adhésion ou l'investissement qui représente une adhésion annuelle pour l'univers pour pouvoir adhérer tout simplement à l'UMIH? Alors là, tu me poses une colle. Je sais qu'il y a... On a le secrétaire général qui est là. Donc oui. Non, je sais qu'il y a plusieurs strates qui sont en fonction de la taille de l'entreprise, c'est ça, hein? Ouais, à partir de 185 euros. Donc, alors, nous, on n'aime pas parler des avantages financiers qu'on a à l'UMI, pas parce qu'on a honte, mais parce qu'en fait, on ne vient pas dans un syndicat pour que les avantages. On y vient surtout pour avoir une politique de force ensemble. Je reprends les paroles de mon ancien président qui disait toujours « on est plus fort à plusieurs que seul ». Et donc, je pense que ça, on surtout continuera. après de 600 où ça pèse, quoi. Mais effectivement, pour parler, faire cette virgule, effectivement, on a des abattements sur les cotisations SACEM. On a une aide juridique dès l'ouverture du dossier. Donc effectivement, c'est une adhésion qui est souvent amortissable sur les problèmes qu'on peut rencontrer. Mais voilà, encore une fois, c'est surtout tout le soutien que peut apporter l'UMIH et surtout ses adhérents qui sont une force, je dirais, commune qui permettent aux futurs professionnels de venir d'acquérir du soutien par effectivement les entreprises qui sont installées déjà depuis longtemps.
Bravo, ils ont tenu le timing. Alors On est pas vraiment, mal. c'est les bravo, chapeau bas. Alors vous allez voir, dans 5 minutes, vous pouvez les amis, après l'UMIH, vous aurez le droit à l'UI, j'arriverai jamais à le dire. UIMM, c'est dur, hein, c'est dur à dire. Sur un thème qui est proche d'une autre. Oui, et se qui a former été- pour réussir la reprise d'une entreprise, Ouais. mais là dans l'industrie. Voilà. Et en fait, sur l'audace, on avait aujourd'hui, je crois, une dizaine de conférences qui étaient sur ce thème. Pour mon introduction, je disais, qui est l'importance du vieillissement de la population et la sauvegarde des emplois qui sont dus. Parce qu'une entreprise qui meurt aujourd'hui, c'est tout un plan social derrière qui s'écroule. Donc, d'où l'importance, effectivement, de cet engagement de la reprise d'entreprise qui est très importante. Mais alors, comme j'aime bien me faire l'avocat du diable, moi je suis à peu près convaincu à 99% de ce que tu as dit, mais on dit parfois, notamment dans l'univers des bars, on connaît quelques personnalités fortes comme ça, notamment à Dijon, en Côte d'Or, en Bourgogne. Imagine, demain, je me dis, tiens, ça y est, je change de vie, je veux racheter le Melchior et le Balthazar. Je me dis, oh, c'est cool, les banques m'ont suivi, etc. Mais finalement, ça fait 20 ans que c'est le Ménil. Et les gens, des fois, finalement, ils veulent voir le Ménil, les équipes de le Ménil, etc., etc. Dans quelle mesure ils vont dire, t'es gentil Thomas, mais finalement, c'est plus pareil, quoi. Et on va pas te suivre. Et puis je vais être vachement déçu parce que j'ai pas le métier, je sais pas faire. Je crois que j'ai repris une boîte qui peut faire tant de potentiel de chiffre d'affaires et de marge. Et puis finalement, je t'ai acheté ça cher relativement. Les banques m'ont suivi, mais finalement, j'ai du mal à suivre après. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'on est comme dans l'industrie, on doit incarner une marque, on ne doit pas incarner un nom. Sauf pour un cuisinier, où effectivement, mais il se met effectivement dans cette position où là, lui devient marque, et le jour où il n'est plus là, il met en danger son entreprise. Moi, en tout cas, dans mon entreprise à moi, mais il y a d'autres entreprises ici, on n'incarne pas un nom, on incarne une marque, et je pense que c'est ça qui fait que l'entreprise pourra être reprise et perdurer. Il faut, à mon avis, moi c'est mon avis personnel, il faut incarner la marque et pas le nom. C'est le grand danger. Ouais, l'URSSAF pourra m'aider, faire un échelonnement. Merci Christophe, merci à Gilles. toi, merci à vous. Si vous voulez les interpeller, ils sont là. De toute façon, vous savez, Christophe, vous savez où le trouver en